sur cette démarche de prévention dont on parle depuis tout à l'heure. Alors, juste pour resituer les choses, il y a 3 niveaux de prévention. Je suppose que vous les connaissez tous, mais on va quand même les redonner. Le niveau de prévention tertiaire, on s'adresse véritablement à la personne qui est en situation de difficulté et qui va pouvoir potentiellement être en situation de détresse. Et on va monter progressivement vers une prévention qui sera de plus en plus une prévention primaire. On va avoir une prévention secondaire qui est une prévention sur des acteurs en particulier, les caristes par exemple, les chauffeurs routiers, les conducteurs de machines dangereuses. Et puis on va arriver vers un niveau de prévention où on va considérer que tout le monde dans l'entreprise est susceptible d'être confronté à une conduite addictive. Et donc on va véritablement faire une démarche globale à destination de tous dans une entreprise. Quand je dis entreprise, bien sûr, service public, ça revient à la même chose. Donc en fait, les 2 thématiques suivantes, on va avoir comment on fait, parce que c'est souvent la porte d'entrée, la prévention tertiaire. Donc comment on fait quand une personne est en situation de détresse? Quels sont les moyens, quels sont les recours en entreprise? Donc on va avoir une première table ronde dessus, et puis une deuxième table ronde qui suivra, qui sera sur comment on fait de la prévention d'une manière globale dans une entreprise avec des retours d'expérience d'entreprise. Alors, je vais juste... Je suis désolé, je ne maîtrise pas du tout Zoom. Voilà. Voilà. Ouais. Peut-être. Arrêtez, voilà. Bon conseil. Voilà, si tu peux remonter un petit peu. Vas-y, prends la main sur la télécommande. Et on repart tout de suite. Voilà. Et là, ici, à partir de la diapositive actuelle. Hop. Voilà, donc la deuxième table ronde, ça va être autour de Justine et Amandine, qui vont nous expliquer comment on réagit face à ce collaborateur en situation de détresse. Je vous laisse vous présenter très rapidement et puis on enchaîne. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Justine Harlet, psychologue du travail pour la CISE. Je suis accompagnée de... Donc, bonjour, Amandine Poli. Donc, je suis assistante de service social interentreprise au sein de la CISE. Voilà. Alors, c'est où la CISE déjà? Parce que bon... Alors, la CISE, c'est situé sur la côte d'Opale, à Coquelles exactement. Donc, nous sommes une vingtaine dans l'équipe. Nous sommes spécialisés dans la prévention des risques professionnels, la santé au travail. Donc, nous avons des ergonomes avec nous dans l'équipe, nous-mêmes psychologues du travail, et puis l'équipe d'Amandine, l'assistante de service social d'entreprise. Donc, si je fais lien avec l'UIMM, en fait, ça vous permet d'être en lien avec l'UIMM, Littoral 62, c'est ça. Littoral 62. Ouais. Voilà. Merci. Oui, donc alors nous, le constat vraiment qu'on a pu faire dans notre quotidien professionnel, hein, moi en tant qu'assistante de service social, et là je parle aussi au nom de l'équipe, on est 10 assistantes de service social, c'est qu'un salarié qui vient nous voir en entretien lors de nos permanences en entreprise ne va pas forcément tout de suite nous faire part d'un problème addictif. Je me recule, c'est mieux peut-être. Et on va se rendre compte effectivement qu'un collaborateur peut rencontrer des conduites addictives ayant différentes origines. Alors, les conduites addictives peuvent découler de difficultés, par exemple financières, de séparation, de conflits, rejet familial, de la perte d'un proche, d'un événement traumatisant, alors soit présent ou passé, de harcèlement et également aussi peut-être d'un trouble addictif qui était présent en fait dans la famille, dans l'enfance. Donc voilà, donc nous, notre rôle, on est vraiment à l'interface de la vie personnelle et professionnelle. Notre but, ça va être de prévenir et d'agir sur ces difficultés
pour éviter l'impact en fait sur l'entreprise, sur le poste de travail, voilà, sur les relations avec les collègues, etc. Donc nous vraiment on va agir sur l'ensemble de ces thématiques. Peut-être un exemple concret. On va revenir sur 2 exemples d'entreprises. Oui, tout à fait. Alors, je souligne quand même qu'on intervient vraiment donc, pour les salariés qui sont en activité, mais également pour les salariés qui sont en arrêt maladie, puisqu'on a remarqué que les conduites addictives peuvent justement entraîner des arrêts et aussi donc un isolement des salariés. Et donc vraiment, nous, on veut intervenir pour ces personnes pour justement éviter de se mettre, enfin, de s'isoler de l'entreprise et les maintenir justement dans l'emploi, comme vous le disiez justement tout à l'heure, parce que c'est important pour ces personnes de garder un rythme. Et moi, j'ai justement aussi pu voir, hein, notamment pour des personnes qui ont été soit donc licenciées, soit des départs à la retraite ou des salariés avaient encore des problématiques d'addiction, justement une dégradation de leur situation. Donc, c'est vraiment très important de les accompagner sur la sphère professionnelle. Alors là, je vais vous évoquer un cas concret d'un salarié que j'ai pu accompagner. Donc là, c'est vraiment l'infirmière dans l'entreprise qui a constaté en premier lieu qu'un salarié était en état dépressif, suite justement à une séparation. Et cette situation, elle a entraîné chez le salarié justement une conduite addictive. Et l'infirmière, elle l'a constaté par plutôt des signes physiques, donc de la négligence et puis aussi voilà, des odeurs, la laine. Donc, ils ont vraiment pu en échanger ensemble. Donc, il y a vraiment eu une première prise de parole avec l'infirmière et le salarié, il s'est aussi du coup confié en parallèle sur le fait qu'il était en procédure de divorce et que c'est vraiment cette origine qui a créé les conduites addictives. Donc là, c'est l'entreprise qui a sollicité nos services pour qu'on puisse démarrer justement un accompagnement social auprès du collaborateur. Donc, voilà, donc comment ça se passe? Donc, quand c'est comme ça, nous, en fait, on va analyser les différents éléments et les besoins, en fait, donc, et on va signer une convention, nous, la CISE, avec justement l'entreprise. Donc, cette dernière, elle peut comprendre justement un suivi social et également un suivi psychologique. Donc, nos accompagnements se font vraiment toujours avec l'accord du salarié. Il faut savoir qu'on est soumise au secret professionnel. Donc, c'est aussi ce qui permet de créer la relation de confiance. On a vraiment une démarche neutre, extérieure, et une démarche bienveillante pour la personne. Notre but, c'est vraiment d'aller vers la résolution de ces difficultés. Et donc, voilà. Donc, nous, l'objet, notre accompagnement, on va vraiment mettre en place un plan d'action. On va prioriser les besoins de la personne. On ne peut pas tout traiter en même temps. Donc, on va agir vraiment en fonction des priorités. Voilà. Merci pour ce premier exemple. On le voit bien, la prévention là, est vraiment le niveau le plus tardif, puisque c'est le service médical qui détecte quelque chose et qui va prendre en charge derrière. Il y a un deuxième exemple, je crois que vous allez nous présenter, parce que dans la plupart du temps dans l'entreprise, c'est un non-dit, c'est quelque chose que le collègue sait déjà avant son manager. Et donc, on va revenir sur un deuxième exemple où la prévention se fait déjà dans l'entreprise, où c'est les collègues qui en parlent à un moment donné. Oui, il restait juste une slide effectivement sur cet exemple. On passe directement au cas numéro 2. D'accord. Alors, la deuxième situation que je vais vous présenter, c'est dans le cadre de l'activité d'un salarié qui s'investit énormément, beaucoup sur son poste de travail. Et malgré cet investissement, ses collègues se rendent compte d'un état de fatigue, qu'il arrive parfois en retard au travail, qu'il a parfois aussi des réactions excessives, disproportionnées, donc qui peuvent être en lien avec des réactions de stress. Quand on est stressé au travail, on peut devenir plus sensible, plus irritable, et une qualité de travail amoindrie. Donc tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est vrai que le travail, c'est un facteur qui peut aussi préserver la situation de la personne, mais ça peut aussi parfois être à l'origine, dans certains contextes particuliers, quand il y a une charge de travail importante, des exigences importantes qui sont présentes, ça peut aussi être un facteur de cause. On peut aussi parler parfois quand il y a de la pénibilité au travail ou des horaires atypiques. Il peut aussi y avoir parfois des facteurs de cause à ce niveau-là. Et donc là, dans cette situation, c'est plutôt les collègues qui se rendent compte de ces difficultés pour la personne. C'est aussi le manager qui s'en rend compte.
Et voilà, ce collaborateur a pu aborder avec ses collègues des difficultés à la maison, des disputes avec la personne qui partage la vie du salarié. Et voilà, aussi des doutes sur une potentielle conduite addictive, des tremblements, de la transpiration, enfin, des facteurs d'alerte. Là, on est vraiment, c'était vraiment le cas d'une suspicion où on ne sait pas si, en effet, oui ou non, il y a une conduite addictive derrière. Donc, suite à ces éléments, les collègues sont allés voir le service RH via le manager également. Donc, ce que nous, on préconise là dans ce type de situation, comment intervenir en interne. Nous, on peut aussi être sollicité, il nous arrive en tant que psychologue du travail de rencontrer directement des salariés parce qu'on, voilà, en lien avec les services de santé au travail ou en lien directement, ou quand on a des conventions, on peut aussi être relais et donc conseiller aussi à ce niveau-là. C'est de soit pour le manager là, ou soit pour le service RH, avoir la relation de confiance. On en parlait tout à l'heure, que c'est un facteur important pour permettre à la personne de s'exprimer, de vraiment choisir un lieu, un moment adapté, expliquer la situation, qu'on se fait du souci pour la personne. Alors de prime abord, elle va peut-être vous dire que non, tout va bien, elle a peut-être pas envie de se confier, c'est peut-être pas évident ce qu'elle est en train de vivre, c'est peut-être en lien aussi avec la vie privée. Donc ce qui est important, c'est d'être à l'écoute, et peut-être qu'une fois, 2 fois, 3 fois, la personne ne se confiera pas, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y a vraiment cette relation de confiance qui s'instaure et que la personne puisse se sentir à l'aise au fur et à mesure pour pouvoir venir se confier. Et ce que nous, on préconise aussi, c'est vraiment d'agir avec de la bienveillance, de la neutralité, c'est sur quoi je vais revenir après, parce que les personnes peuvent aussi avoir peur de se sentir jugées, ne pas assumer aussi, c'est difficile, hein, la situation qu'elles sont en train de vivre. Donc c'est vraiment voilà, cette neutralité, cette confiance et cette bienveillance qui sont la priorité, que vous êtes là aussi, on l'a rassuré que vous êtes là pour les aider et l'orienter vers des ressources adaptées. Les professionnels, les associations, et puis expliquer aussi l'impact que ça peut avoir sur sa santé, sur la sécurité au travail, on en parlait tout à l'heure. Tous ces éléments-là sont à prendre en compte. On peut passer... Merci. En termes de posture, ce qu'on remarque aussi, alors prendre conscience de la codépendance, ce qu'on veut dire, c'est que parfois les collègues, ils se doutent bien qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une difficulté pour la personne, et du coup, ils vont faire le travail à sa place. Ils vont plus s'investir, ils vont prendre des responsabilités parce qu'ils se disent, bah non, il peut pas l'assumer vu sa situation. Et cette codépendance, là, on en parle parce qu'on est sur le lien, on est dans le cadre du travail, mais qu'on retrouve aussi dans la vie privée. En fait, on fait comme si on protégeait un petit peu la personne, la préserver, sauf que parce qu'en effet, c'est pas facile, d'aborder ce sujet. Et donc nous, voilà, notre posture aussi en tant que psychologue du travail, c'est d'aider aussi à dédramatiser le sentiment de culpabilité auprès du coup des managers, RH, mais aussi parfois les collègues, que le but c'est d'aider la personne. On revient sur cette bienveillance, déconstruire ce sentiment de dénonciation, de dire bah oui, mais du coup c'est à cause de moi, il va se sentir remis en question. Sauf qu'on revient sur ça, sur cette volonté d'aide et d'accompagner. Et voilà, il faut toujours garder à l'esprit cette notion de confiance qui est prioritaire. Et être aussi, le dernier point, c'est aussi de rassurer que la personne n'est pas là pour juger. Absolument pas, parce que c'est la principale crainte aussi que peut avoir la personne en situation de conduite addictive. Oui, profondément. Donc effectivement, on peut remarquer que les conduites addictives peuvent avoir des conséquences, notamment sur le plan, sur la vie sociale, financière et familiale des salariés. Donc avec l'isolement, on en parlait tout à l'heure, mais également avec l'impact sur la vie familiale. Donc l'agressivité, les violences conjugales, violences intrafamiliales qui entraînent des séparations et voilà, donc tout ce qui est lié vraiment à la sphère familiale, aussi tout ce qui va être le cercle social de manière plus large peut être impacté, et puis aussi les difficultés financières. Donc dans le cadre de nos accompagnements,
on voit vraiment que le budget est déstabilisé. Hein. Les personnes mettent quasiment tout leur salaire justement dans les conduites addictives. Alors là, je prends pour exemple l'alcool, les drogues dures, les addictions au jeu notamment, et se retrouvent en fait rapidement à découvert, à demander des acomptes à l'entreprise, potentiellement à avoir des saisies sur salaire. Et donc, nous, on accompagne vraiment les salariés dans l'aide à la gestion de leur budget. Donc, se réapproprier le budget, comment on peut faire pour essayer de le stabiliser, est-ce qu'ils sont bien mensualisés, est-ce qu'il y a des prélèvements automatiques, enfin voilà, leur permettre d'éviter en tout cas d'avoir des impayés. Ah, voilà. Donc, et on peut aller jusqu'à aussi l'instruction d'un dossier de surendettement, contacter les huissiers, contacter les créanciers pour retrouver justement des solutions sur le point de vue financier et réadapter les ressources avec les charges, les crédits, enfin voilà, rééquilibrer le budget. Et ensuite... Attends, juste pour faire la transition, on voit bien là tout l'enchaînement de pire en pire pour la personne qui est confrontée aux addictions, des conséquences professionnelles et des conséquences personnelles qu'il peut y avoir derrière. Et on est vraiment là pour essayer d'éviter ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des ressources ? Oui, au niveau des ressources, il y a les représentants internes dans l'entreprise, les collègues, les ressources humaines, le supérieur, le manager, un représentant du personnel, les professionnels aussi de santé de l'entreprise sont des ressources internes pour pouvoir aider la personne en situation de conduite addictive. Et on se rend bien compte aussi, par expérience et dans les différents accompagnements qu'on a pu faire, que le soutien, c'est un des premiers facteurs aussi qui permet à la personne de pouvoir s'exprimer et de toujours garder le lien, d'être toujours être en contact pour pouvoir lui permettre d'avoir une personne à qui on peut faire un retour, d'être un lien. Donc ça, c'est les ressources plutôt internes. Donc peut-être un mot dessus, Amine, sur la vitesse de descente et l'enchaînement des addictions. Bien sûr, ça va assez vite. Pardon. Oui, ça va assez vite. Simplement, ce qui est important, là, on est sur une séquence dans laquelle la vitesse est rapide. En revanche, il y a des éléments sur lesquels on peut intervenir qui sont importants, ce qu'on appelle le repérage. Dès lors qu'on a des conduites particulières, on peut avoir des symptômes, on peut avoir des éléments qui peuvent nous permettre d'intervenir précocement. C'est cette période qui est importante, parce que quand on est sur la phase où il y a un enchaînement qui se met en place, on est carrément sur la période au cours de laquelle il faut mettre en place à la fois un filet social, du soin et une protection du travail. C'est pas tard, mais ça mobilise plus d'énergie, plus de moyens et ça engage un peu plus les difficultés pour plus tard. Donc, ce qui est important, c'est les éléments de repérage au départ. Je te redonne la parole, Justine. Justement, sur les autres services qui viennent après, mais c'était pour vraiment insister sur le fait que les ressources internes de l'entreprise sont vraiment un des facteurs d'éviter de déraper vers ce que tu nous expliquais tout à l'heure, de descendre vers des problèmes de financiers ou autres. C'est vraiment l'alerte le plus tôt possible. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas de la dénonciation, mais c'est plutôt de l'aide, de pouvoir en parler très tôt, de pouvoir le détecter, pouvoir en discuter avec la personne, en parler avec son manager, en parler avec son RH, en parler avec sa direction. Et que c'est vraiment le point le plus important quand la personne est en situation de détresse. Mais après, bien sûr, il y a les autres services qui sont là pour accompagner. Je te laisse. C'est ça, oui, tout à fait. Juste, en fait, je rebondis parce que là, je ne sais pas si vous avez... c'était un point sur lequel j'avais discuté avec Sylviane Potier.
c'est le fait que vous soyez psychologue du travail et assistante sociale. Ce ne sont pas les mêmes mondes. On est sur la sphère de la personne et sa santé mentale, et de l'autre côté, on est sur sa sphère privée. Moi, c'est ce qui m'a bien plu dans leur discours aujourd'hui, c'est de bien comprendre, quand on est à l'écoute des collègues, c'est quoi en fait qui les amène à cette conduite addictive. Et justement, bien orienté, c'est quelquefois plus facile d'aller voir une assistante sociale parce qu'on n'a pas l'impression de parler de soi, mais de parler de ce qui nous arrive autour. Et le côté psychologue, on a l'impression qu'on va se livrer, ça peut être une certaine barrière. Donc, ça peut être aussi une première étape de passer par l'assistance sociale et de passer après avec le psychologue du travail. Parce que c'est vrai que c'est le discours que, en tout cas, moi, je passe, beaucoup psychologue du travail, mais on n'est pas toujours à l'aise avec les psychologues du travail. Merci pour cette remarque, je me permets d'intervenir. Alors, ce qui est important, c'est finalement la diffusion du savoir minimum en matière de santé au travail, notamment pour ce qui est des addictions. Parce que toutes les personnes avec lesquelles on est en interaction peuvent être un espace dans lequel on peut livrer son mal-être ou bien livrer. On donne des éléments parcellaires, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un qui n'est pas destiné à recevoir notre plainte ou notre souffrance. Et ça, c'est extrêmement important. C'est vrai que moi, parfois, les assistantes sociales dans mon service, moi, j'ai un service de clinique qui me donne des informations que moi-même, je n'ai pas vues ou l'infirmière n'a pas vues. Parce qu'il est là, à la faveur d'une structure dans laquelle il va aller en post-cure, il va sortir quelque chose d'extrêmement gros que je n'ai jamais vu, qu'il ne m'a jamais dit. Donc ça, c'est extrêmement important, la culture du savoir minimum pour pouvoir aider les personnes quand on est dans un même milieu où on travaille. Et je vais prendre une phrase que j'ai célèbre, c'est Lacan qui disait ça, souvent, c'est à la fin de la consultation, au moment où on dit au revoir, que l'essentiel est dit dans la cure. Donc c'est la même chose. Okay. Exactement. À l'embrasure de la porte, on dit d'ailleurs. C'est comme quand on parle à l'infirmière plutôt qu'à son médecin. Bien sûr. C'est un peu le même principe. Eric, si je peux compléter quelque chose. Mais pour être en position de parler, même de façon naïve, il faudrait peut-être aussi que j'ai l'assurance, je me situe dans le cas de celui qui est malade, il faudrait aussi que j'ai l'assurance que le problème peut être pris en compte. Donc, il faudrait que la culture de l'entreprise aussi s'y prête. Voilà. Il faut qu'un terreau soit favorable à ce que je puisse me livrer, me confier, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. On est là pour essayer d'apprendre aux entreprises à s'ouvrir. Elles ne le font pas méchamment. Hein. Ce n'est pas leur culture. Une entreprise n'est pas là pour soigner. Une entreprise est là pour produire et pour accompagner dans une production économique. En gros, c'est un peu ça. On est là pour expliquer que partout où il y a un être humain qui circule, il y a de la souffrance qui circule. C'est comme ça. S'il y a de la souffrance, il faut lui tendre la main. Même si on n'est pas, si ce n'est pas notre objet même, économique ou social. C'est ainsi. Et ça a un impact sur l'entreprise et sur la vie de l'entreprise. Absolument. Quand on va dans un rave party, on va pour s'amuser, mais on a un poste de secours avec des pompiers, des médecins, des infirmiers. Dans un stade où on a 80 000 personnes, on a des médecins, des infirmiers, des pompiers, parce que, bon, il peut y avoir des accidents. Pareil dans une entreprise, c'est comme ça. Merci. On te rend la parole. Pas de souci, pas de problème. Donc ensuite, vous avez le service de santé au travail avec les médecins du travail, les infirmiers, les infirmières qui ont aussi un rôle important. Et puis voilà, une fois qu'en effet, il y a des symptômes qui sont repérés en entreprise, vous pouvez vous dire aussi mais comment je gère cette situation. Donc il y a aussi ces autres ressources extérieures qui sont présentes et vers qui vous aussi vous pouvez vous tourner pour avoir un appui. Donc, le service de santé au travail qui peut accompagner de manière individuelle et va aussi faire de la préservation collective au niveau de la santé. On peut passer. Après, oui, c'est le rôle de la psychologue du travail et c'était exactement ce que Sarah disait sur le rôle on va justement revenir un peu plus en précision là sur mon rôle en tant que psychologue du travail et le rôle d'Amandine en tant qu'assistante de service social. Nos rôles sont plutôt distincts. Nous, quand les personnes viennent nous voir, elles parlent principalement de leur travail, des difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Alors, on a une posture d'écoute, de conseil, d'analyse globale et souvent, le point de départ, c'est le travail. C'est pour ça que j'ai apporté plutôt moi une situation
où une conduite addictive pouvait se déclencher en cas de potentiel épuisement professionnel. Notre objectif, voilà, c'est d'accompagner la personne aussi en activité ou en arrêt quand on intervient via le médecin du travail. Ah oui, non, là c'est la diapo de ma collègue, pour ça je me disais... c'est d'abord, parce que je me disais difficulté familiale, c'est pas moi ça. Oui, c'est parce qu'elle était avant, mais ouais, c'est ça, c'est pas grave. on se rejoint. Sans revenir dessus, après nous on oriente aussi, on est aussi là en relais pour orienter vers des structures plus spécialisées sur les domaines que peuvent connaître les personnes, et puis un rôle de sensibilisation aussi collectif que l'on peut avoir. C'est encore avant. Voilà. Donc du coup, Oui. Juste un petit peu sur le rôle Merci. du service social. Oui, on se rejoint sur notre rôle initial. On est là pour d'abord bien accueillir la personne, l'écouter, la mettre en confiance, la conseiller, l'informer, et puis analyser vraiment de manière globale. Hein, vraiment, la plus-value de notre mission, c'est qu'on va prendre au-delà de la conduite addictive toute la situation, et on va les accompagner dans ce cadre-là sur l'impact familial, budgétaire, sur aussi l'entreprise. Enfin voilà. Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure avec l'exemple de situation. Et on ne travaille pas seul, forcément. On oriente en interne ou en externe, toujours avec l'accord, bien sûr, de la personne. Et donc, en externe, vers notamment les structures d'aide spécialisées dans l'accompagnement aux soins. On en cite quelques-uns, les XAPA, donc centres de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie, les associations, les centres de cure, les numéros d'écoute, le médecin traitant, et après, bien sûr, aussi les familles des salariés, qui sont pour nous une ressource primordiale. Voilà, quand la personne a cette ressource, on s'appuie également beaucoup sur elle. Voilà. Vous pourrez vous appuyer sur Addicted également. Je pense qu'il y a fait. beaucoup d'informations qui circulent sur Addicted. Oui, bien sûr. On parle de prévention et de détecter les choses le plus tôt possible par le collègue, par le non-spécialiste qui ne sort pas du milieu de santé. Est-ce que tu peux nous donner justement un petit peu quels sont les signaux d'alerte sur une personne ? Oui, on conclut un petit peu sur ça, sur quelques signaux d'alerte, justement pour repérer, identifier. On en a identifié au niveau physique et au niveau du travail également. Donc, au niveau physique, ça peut être l'haleine, des troubles de l'élocution, un comportement agité, plutôt agressif, une somnolence, de la désorientation, des propos qui pourraient être incohérents, des gestes imprécis, perte d'équilibre, une perte d'attention, de vigilance, tremblement, transpiration excessive. Et puis sur le poste de travail aussi, on peut se rendre compte que la personne peut avoir des difficultés à réaliser son travail, à tenir le rythme. Elle peut être absente, elle peut être en retard, elle peut faire un abandon de poste, elle peut faire des fautes professionnelles ou des incidents, parce que parfois elle va aussi négliger la sécurité, une prise de risque du fait de son état. Elle pourrait aussi surestimer ses capacités ou perdre confiance. Isolement aussi par rapport aux collègues, on peut aussi détecter ça. Et conflits, ouais, des difficultés relationnelles qui peuvent apparaître. Tout à fait. Ça, c'est vraiment des signaux qu'il faut mettre en avant dans l'entreprise pour que les gens soient formés à détecter et à en parler. Alors, bien sûr, ce ne sont que des signaux, c'est pas automatique entre une absence et un problème. C'est plurifactoriel. Juste pour justement résumer un petit peu ce que vous nous avez dit toutes les deux, sur le point important pour justement prendre en charge la personne en situation de détresse. Une des conditions, ça va être l'instauration de cette relation de confiance. Alors, bien sûr, c'est bien en amont qu'il faut la mettre en place. Avoir une attitude attentive et bienveillante vis-à-vis des collaborateurs et également entre les collaborateurs. Après, tout de suite orienter vers des ressources. Il y a énormément de ressources qui peuvent être disponibles pour l'entreprise. Bien évidemment, la médecine du travail en premier lieu, mais on voit derrière qu'il y a d'autres niveaux. Et puis, ça va être de rester disponible, de prendre des nouvelles, d'encourager à poursuivre les efforts. C'est souvent un long chemin. Et ce que vous nous expliquez tout à l'heure, c'est que même en arrêt derrière, la personne a aussi besoin quand même de se sentir nécessaire à la vie de l'entreprise. Et c'est un lien qui doit continuer par la suite. Donc ça, c'est vraiment
les choses en résumé par rapport à tout ce que vous nous avez expliqué, de ce qu'il faudrait mettre en place pour prendre en charge une personne.